Marhaba bikum, soyez les bienvenus. Et nous sommes très heureux aujourd'hui, au nom du département des sciences humaines et sociales de Beit al-Hikma, nous sommes très heureux de présenter aujourd'hui le livre de notre collègue Nabil Khalala, en présence d'une sommité, c'est Azedine Bachauch, et aussi notre collègue Lamia Benabid. Oui, excusez-moi, je suis un peu ému, voilà, parce que c'est une occasion rare. Et le livre de Nabil Khalala, c'est Ruspina Monastir, romaine et tardo-antique, une histoire nouvelle parue en 2024. Et en fait, c'est le second livre de Nabil Khalala sur Monastir. Le premier, il est intitulé Ruspina libico-punique, histoire, archéologie, patrimoine, paru en 2021. Bien sûr, il trace l'histoire de cette ville au cours d'une longue période, s'étalant de 146 avant Jésus-Christ, c'était la date de la chute de Carthage, jusqu'à 698 après Jésus-Christ, couvrant une période républicaine, romaine, impériale, vandale et byzantine. Je n'entre pas dans les détails de cet important ouvrage. Les collègues ici vont le présenter amplement. Je commence par présenter d'abord les collègues qui vont discuter ce livre. Et je commence par le professeur Azedine Bachauch. Le professeur Azedine Bachauch est membre permanent de l'Académie tunisienne, bien sûr, et membre de notre département de sciences humaines et sociales, et on a l'honneur d'avoir une compétence comme Azedine avec nous. Il est un archéologue, spécialiste de l'histoire gréco-romaine, et un conservateur des sites et monuments et expert du patrimoine mondial. Et je m'honore personnellement, pour ma part, d'avoir été l'étudiant du professeur Azedine Bachauch au cours de l'année 1972-73, et j'ai suivi vos cours d'épigraphie latine. Et c'était quand même, je garde un souvenir agréable, et c'était nouveau pour moi. Il faut dire qu'à cette époque-là, je préparais un mémoire, le quart, c'est-à-dire l'équivalent du master, sur la proconsulaire, à partir principalement des corpus épigraphiques, et c'était les cours d'épigraphie latine qui étaient pour moi vraiment extraordinaires. Je n'ai jamais oublié ces moments agréables. En Tunisie, le professeur Azedine Bachauch a dirigé tour à tour l'Institut national d'archéologie et d'art, aujourd'hui INP, et il a dirigé aussi la Bibliothèque nationale. Il a présidé le Comité culturel national et en 2011, il était ministre de la Culture et du Patrimoine. En France, il fut professeur associé à la Sorbonne, directeur d'études associé à l'École pratique des hautes études et directeur de recherche associé au CNRS. À l'UNESCO, il a été d'une part directeur des projets spéciaux du patrimoine et d'autre part président à 2 reprises du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses découvertes et ses publications dans le domaine de l'épigraphie latine lui ont valu d'être élu membre étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Voilà. Alors, la professeure Lamia Benabid
Elle est professeure d'histoire ancienne, directrice du laboratoire de recherche Régions et ressources patrimoniales en Tunisie, approche interdisciplinaire. Elle est directrice de l'école doctorale, communication, culture, patrimoine à la faculté des lettres, des arts et des humanités à l'université de la Manouba. Les axes de recherche de Lamia Ben Abid sont histoire et archéologie antique de l'Afrique du Nord, polythéisme en Afrique antique, iconographie, votive et funéraire. Elle est membre et co-directrice du projet de recherche dans le cadre de la coopération internationale, auteur de plusieurs chapitres d'ouvrages et d'articles dans des revues nationales et internationales. Aussi, elle a participé à l'organisation de plusieurs colloques nationaux et internationaux et publication de leurs actes. Pour notre collègue Nabil Khalel, il est professeur émérite d'histoire et d'archéologie antique africaine, directeur de l'école tunisienne d'histoire et d'archéologie, où il développe un axe de recherche sur l'autochtonie dans le Maghreb et en Méditerranée occidentale, avec l'organisation et la publication de 2 colloques internationaux entre autochtones, devenir autochtone, être autochtone, excusez-moi, devenir autochtone, définition et représentation. Et l'autre, c'est le même, je ne sais pas, les savoir-faire autochtones, originalité, mutation. Il est responsable scientifique de 3 projets de coopération sur Altiboros, sanctionnés par la publication de plusieurs travaux et de 3 livres. D'autres livres sont en cours. Ces travaux sont la formation de l'État numide et les relations des autochtones avec la civilisation phénico-punique, avec l'Université de Barcelone. L'autre, c'est le trophée d'Altiboros, le Tophet, excuse-moi, le Tophet d'Altiboros avec l'Institut des sciences du patrimoine culturel relevant du CNR de Rome. L'autre livre, c'est le théâtre d'Altiboros avec les universités de Macerata et de Bari et de Palermo. Il est ancien directeur général de l'Institut national du patrimoine, il ne faut pas l'oublier, ancien représentant de la Tunisie auprès du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il fut aussi conservateur du site de Rispina et d'Altiboros. Ses nombreux travaux lui ont valu de recevoir le prix Serge Lancel de l'Académie des inscriptions de belles-lettres. Alors, encore une fois, je dis, nous sommes vraiment très heureux de présenter ce livre dans le cadre de notre département des sciences humaines et sociales. Et rarement, on a abordé les questions d'histoire ancienne. Et ça, c'est vraiment une première, une nouveauté. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour faire des conférences et présentations de livres d'histoire ancienne. Je propose que Madame la professeure Lamia Ben Abid commence, réagirait après le professeur Azdin Bachouch, et puis après le professeur Nabil Khalel réagit aussi à sa manière à ce qui sera dit, et la parole sera donnée après à la salle. On fait comme ça. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être ému aujourd'hui, c'est moi, en présence de mes professeurs. Donc, mesdames et messieurs, Monsieur le Directeur donc, de l'Académie, bonjour. Je suis honorée d'être aujourd'hui ici, à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit el-Hikma. Cet honneur donc est double. D'abord pour le privilège de prendre part à cet événement dans un cadre aussi prestigieux et aussi pour la chance de présenter aux côtés de l'éminent Azdin Bachouch l'ouvrage de mon professeur Nabil Khalel.
Donc, l'ouvrage Rospina, monastère romain et tardo-antique, une histoire nouvelle, il est paru en 2024, se présente sous un format moyen de 421 pages. Il est richement illustré de 191 images, incluant photographies, cartes et plans, offrant ainsi un précieux support visuel à l'analyse. L'ouvrage est accompagné d'une préface de Azdim Bachewch et une postface de Jan Le Boek, soulignant l'importance de cette contribution non seulement à l'histoire de cette ville, mais à l'histoire ancienne de la Tunisie de façon générale. Cet ouvrage, si on veut le classer, donc, il s'intègre dans le cadre de ce qu'on appelle les monographies historiques et archéologiques, consacrées à une cité antique encore très peu étudiée dans l'historiographie moderne, en raison notamment de la rareté des sources littéraires, épigraphiques et archéologiques la concernant. C'est précisément cette lacune qui confère toute son importance à l'ouvrage de Nabil Khalel. Originaire de Monastir et fin connaisseur non seulement de Henshir Tenir, mais aussi de l'ensemble des sites archéologiques de la presqu'île de Monastir, l'auteur a conduit des fouilles sur 2 monuments de la ville antique, des thermes et une nécropole. Les résultats inédits de ces recherches sont exploités dans cet ouvrage afin de retracer l'histoire de Rospina de l'année 146 avant Jésus-Christ, date de la chute de Carthage entre les mains des Romains, et la conquête arabe. Pour ce faire, l'auteur a adopté un plan en 3 parties. La première, consacrée à Rospina sous la République romaine, s'appuie principalement sur une source littéraire, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. La seconde traite de l'histoire de la ville à l'époque impériale, en exploitant l'ensemble de la documentation archéologique et épigraphique disponible, notamment les données issues des fouilles des termes Tenir. Enfin, la troisième partie, intitulée Rospina vandale et byzantine, repose également sur les résultats des fouilles menées par l'auteur dans une nécropole d'époque tardive à Srans. Cet ouvrage est donc le fruit de nombreuses années de travail acharné, ayant permis de rassembler une documentation précieuse pour reconstituer certains épisodes de l'histoire de cette ville antique. Il est impossible d'évoquer Rospina à l'époque romaine et tardo-antique, comme l'a bien précisé Monsieur le Président, sans rappeler que cet ouvrage s'inscrit dans la continuité d'un premier volume intitulé Rospina monastir libico-punique, histoire, archéologie, patrimoine, publié par le même auteur en 2021. Fondé principalement sur les données archéologiques, ce premier travail établit que l'occupation du site remonterait au néolithique. Durant la période protohistorique, le paysage fut marqué par diverses nécropoles funéraires, puis c'est à Henshir Tenir, à l'intérieur du plateau et non sur le rivage, que Carthage fonda une cité, probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre de sa politique d'expansion en Méditerranée occidentale. Un événement majeur vient clore le chapitre punique de son histoire, c'est la Troisième Guerre qui opposa Carthage aux Romains et s'acheva par la destruction de la première et l'annexion de son territoire par Rome. Quel rôle Rospina a-t-elle joué dans cette guerre? Telle est la question que l'auteur s'est posée dès les premières pages de son ouvrage, donc celui-là, le deuxième. Et à juste titre, car la réponse permet de déterminer le sort réservé à cette cité. Fut-elle détruite, ses habitants réduits en esclavage, ou au contraire récompensée en accédant au statut de cité libre? Contrairement à l'opinion dominante dans l'historiographie moderne, l'auteur propose d'inclure Rospina parmi les villes ayant abandonné le camp carthaginois pour se rallier aux Romains.
s'appuyant sur l'état fragmentaire de l'inscription relative à la Lex Agraria de son 11 avant Jésus-Christ, qui énumère explicitement 7 cités libres dans la province africaine, il rejoint l'hypothèse avancée par Charles Saumagne, selon laquelle l'octroi de la liberté aux 30 cités mentionnées par Pline l'Ancien remonterait au 146 avant Jésus-Christ. L'auteur défend sa thèse par une analyse critique des études antérieures, adoptant une méthode comparative qui éclaire sous un jour nouveau la trajectoire d'Orospina. Ainsi, et ça c'est vraiment pour moi un paradoxe, bien que selon Silius Italicus, cette cité ait fourni un contingent militaire à Hannibal lors de la guerre contre Rome, elle se serait trouvée 70 ans plus tard dans le camp opposé, devenant une ennemie de Carthage. Donc, un siècle après, c'est-à-dire on saute de l'année 146 à 46 avant Jésus-Christ, c'est dans les sources textuelles qu'apparaît le nom de Ruspina pour la première fois de son histoire. Il faut dire que jusqu'à cette année, on n'a pas le toponyme de Ruspina dans les sources. Et il apparaît également lors d'un événement politique très important. C'est à l'occasion des derniers épisodes de la guerre civile qui opposa César aux Pompéiens et dont la bataille décisive s'est déroulée en terre africaine. C'est dans l'œuvre de Pseudo-César, Bellum Africum, que la cité est mentionnée, et en plus en tant qu'allié de César, alors que la province romaine d'Afrique est devenue, à la suite de la défaite de Pharsale et l'assassinat de Pompée en 48, le refuge des Pompéiens auquel s'est rallié le roi numide Juba Ier. L'auteur s'attarda beaucoup sur cet événement important de l'histoire de Rome à la fin de l'époque républicaine et aussi crucial pour l'avenir des cités de la province romaine d'Afrique qui se sont trouvées au cœur de ce conflit. La décision de Ruspina de rallier dès le départ le camp césarien peut sembler étonnante, d'autant plus qu'elle se trouvait en territoire sous contrôle pompéien, où de grands efforts étaient déployés pour défendre la province contre une attaque imminente de César. En l'absence de sources précises sur les motivations de cette cité, son choix semble témoigner d'une analyse stratégique avisée de la part de ses dirigeants. Après le débarquement de César à Ruspina, l'auteur souligne avec précision le rôle essentiel que l'arrière-pays de la ville a pu jouer dans l'approvisionnement de son armée en blé, eau et fourrage. Ce soutien logistique témoigne non seulement de l'importance de la cité, mais aussi de sa prospérité économique qui n'aurait pu être atteinte, selon l'auteur, si la cité ne jouissait pas de la liberté obtenue depuis un siècle. Dans le second chapitre de cette première partie, l'auteur a démontré le rôle que joua la cité dans la guerre d'Afrique. C'est tout près de cette ville que s'est déroulée la première bataille entre les Pompéiens et les Césariens. Bien qu'elle n'ait pas été décisive, cette bataille a permis à César de mesurer le degré de préparation de son adversaire. Étant choisi pour y installer son camp, César s'est mis à fortifier la ville, bénéficiant déjà d'une situation naturelle privilégiée, en construisant 2 palissades, des postes, des tours et des digues dans la mer. L'auteur n'a pas manqué de chercher sans vain sur le terrain ces différents éléments mentionnés dans le Bellum Africum. Et c'est de cette guerre que l'auteur date des boulets de catapulte qu'il a trouvés et qui serait, selon lui, le seul témoignage matériel des armes utilisées lors de ce conflit. En dépit de son engagement aux côtés de César, Ruspina a été épargné et n'a pas subi d'attaque lors de cette guerre. Mais elle n'a pas non plus été récompensée de la position qu'elle a prise de soutenir César.
Si on admet à la suite de l'auteur que la ville était déjà une cité libre depuis 146, elle n'a pas été promue au rang de cité romaine, à l'instar de celle du Cap-Bon. Ceci s'explique, selon l'auteur, par la situation chaotique du Sahel au lendemain de cette guerre et par les choix politiques de César, dont le regard est tourné vers Carthage et son arrière-pays. Et quand on dit arrière-pays de Carthage, c'est particulièrement le Cap-Bon. Après la première partie, donc consacrée à Ospina sous la République romaine, et dans laquelle l'auteur s'est fondé, comme je disais tout à l'heure, exclusivement sur l'œuvre de Ballum Africum, la deuxième partie de l'ouvrage a été consacrée à Ospina à l'époque impériale. Dès le premier chapitre, l'auteur posa une question importante à ses yeux, celle du statut municipal de la cité, qu'il a supposé déjà cité libre depuis 146. Si elle n'a pas été directement récompensée par César, elle devait être promue, selon lui, au plus tard, au début du second siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, les sources mises à contribution ne permettent pas de donner une réponse définitive à cette question. L'un des aspects matériels de la promotion municipale d'une cité est la parure monumentale de son chef-lieu. Or, les travaux de prospection menés par l'auteur sur le site de Henshir-Tenir se sont avérés peu fructueux. À l'exception d'un complexe thermal, le peu de vestiges reconnus ne se rapportent pas aux édifices publics d'une cité romaine, qui sont généralement un forum, des temples, un théâtre, un amphithéâtre. Pour justifier cette absence, l'auteur rappelle un important phénomène naturel qui aurait marqué cette région durant le IVe siècle et dont on trouve l'écho dans les sources textuelles, celui d'un séisme dévastateur qui aurait frappé la ville à la fin du IVe siècle. Des études récentes confortant cette hypothèse et auxquelles fait référence l'auteur stipulent que la Méditerranée occidentale aurait été secouée par une série de séismes durant ce siècle, et non un seul. L'effondrement des voûtes et l'écroulement des murs, auxquels s'ajoutent des traces de failles observées lors des fouilles des thermes de Henshir-Tenir, constituent, selon l'auteur, un témoignage archéologique de ce cataclysme. D'ailleurs, toujours selon l'auteur, la cité aurait périclité après ce séisme avant de disparaître probablement à l'époque byzantine. Après ce postulat, servant à expliquer un dossier archéologique maigre, l'auteur étudiait minutieusement 4 inscriptions latines mutilées, dont une n'est attestée que par son négatif sur le mortier de l'une des salles des thermes, dans le but de déceler quelques éléments susceptibles de nous éclairer sur le statut municipal de la cité à l'époque impériale. Il s'agit d'une dédicace à Victoria Partica, mentionnant un décret des décuriens et la caisse publique, une dédicace à Fortuna Redux, un culte comme celui de Victoria fortement lié aux empereurs romains et au culte impérial, une dédicace à Adrien et une inscription monumentale gravée sur un fragment d'architrave. Bien qu'aucune de ces inscriptions ne mentionne explicitement un statut municipal romain, l'auteur précise qu'elle constitue un argument probant d'un effort de monumentalisation de la ville durant le IIe et le IIIe siècle. 2 trésors monétaires, dont l'un fait l'objet d'une étude de la part de Hejr Sa'dewi, constituent, selon l'auteur, un indice supplémentaire sur l'épanouissement économique de Ospina à l'époque antonine. En dépit de l'absence d'un document explicite, l'auteur ne manque pas d'insister en croisant toutes les données disponibles et surtout en comparant à chaque fois la situation de Ospina à celle des cités voisines du Sahel, Hadrumetum, Leptiminus, Akola et Thapsus, sur la promotion municipale de cette cité au rang de municipe ou de colonie à l'époque antonine. Le deuxième chapitre est consacré à l'implication de Ospina dans un épisode politique majeur de l'histoire romaine, et plus particulièrement de celle des provinces africaines, survenu dans le sillage de l'effondrement de la dynastie des Sévères. Cet événement
est la révolte des Gordiens en 238. C'est une borne milliaire réemployée dans le ribat de Bnoujad, situé sur l'île de Rdemsi, qui nous livre un témoignage précieux sur l'attitude adoptée par les autorités locales de Ruspina au cours de cette insurrection. Cette borne, initialement érigée pour commémorer la restauration d'un tronçon routier sous le règne de l'empereur Maximin le Thrace, présente un texte dont l'effacement par martelage, suivi d'une regravure sur la face opposée de la pierre, reflète clairement les bouleversements politiques engendrés par la damnatio memoriae prononcée contre cet empereur. Cette borne, qui a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie par l'auteur dans un article paru en 2000, a été réexaminée dans le cadre de présent ouvrage et l'auteur revient sur ce document. Il souligne les causes et les circonstances de la révolte survenue à Tisdruz. Cet épisode, rappelons-le, permit l'élévation du proconsul de l'Afrique Gordien à la dignité impériale au début de l'année 238, dans le contexte d'une réaction sénatoriale dirigée contre Maximin le Thrace. C'est dans cette conjoncture que fut prononcée à son encontre une damnatio memoriae dont témoigne, entre autres, le martelage de son nom et de ses titres, bien sûr, sur plusieurs inscriptions, notamment sur la borne de Ruspina. Comme l'a bien souligné l'auteur, ce martelage témoigne de ralliement de Ruspina à la révolte de 238, mais la répression rapide de celle-ci par le légat de la 3e Légion Auguste a eu sans doute des répercussions sur la cité qui a été contrainte à regraver le texte de cette borne sur la face opposée du même support. L'auteur met brillamment en lumière, à travers ce texte, les réactions et les interactions des cités face au bouleversement politique du pouvoir central, durant la période tumultueuse que les historiens qualifient d'anarchie militaire. Dans le 3e chapitre, l'auteur s'interroge sur les modalités de délimitation du périmètre urbain de la cité antique de Ruspina, en mettant particulièrement en lumière les obstacles méthodologiques et matériels auxquels se heurte une telle entreprise. En effet, le site a subi d'importants bouleversements, notamment en raison de l'aménagement à la fin des années 80 d'un terrain de golf qui en occupe aujourd'hui une grande partie. Les vestiges encore visibles, circonscrits par les services de l'Institut national du patrimoine, s'étendent sur une superficie inférieure à 5 hectares, ce qui est manifestement très en deçà de l'emprise réelle de la ville antique. Les vestiges apparents se limitent à quelques éléments d'architecture, à des pans de murs, des citernes et des thermes situés au sud-ouest de l'espace délimité par l'IMP. C'est à cet édifice que fut consacré le dernier chapitre de la 2e partie et dans lequel l'auteur rend compte de la fouille qu'il a menée en 2002 et des résultats auxquels il est parvenu. Afin de mener à bien cette étude, l'auteur a minutieusement décrit l'ensemble des espaces constituant l'édifice, en identifiant dans les mesures de possible leurs fonctions respectives, notamment le tépidarium, le caldarium et le frigidarium. Une analyse spécifique a été consacrée aux mosaïques qui recouvraient plusieurs salles de ce complexe. La fouille réalisée en collaboration avec divers spécialistes, notamment Najib El-Azraq et Roger Hannoun pour l'étude des mosaïques, ainsi que Moufid Ajnen pour l'analyse de la céramique, a conduit à des conclusions majeures. Parmi celles-ci figure la datation du monument qui aurait fonctionné de la fin du IIe ou du milieu du IIIe jusqu'au IVe siècle, ainsi que l'étude de son ornementation. Les murs de cet édifice étaient revêtus en effet soit d'enduits peints, soit de plaques de marbre provenant de Chamtou, de Numidie ou encore importés d'Italie, de Grèce et d'Asie mineure, témoignant ainsi de l'aisance des élites locales sous l'Empire romain et de la vitalité des échanges commerciaux tant avec le reste de territoire africain qu'avec le monde méditerranéen.
Quant au sol, ils étaient ornés de mosaïques polychromes, se distinguant par l'absence de représentation figurée. En revanche, les motifs géométriques et phytomorphes y étaient particulièrement riches et rattachent ces décors à l'école de la Byzacène. Enfin, l'un des résultats notables de ces recherches concerne une fracture observée dans le sol de Frigidarium que l'auteur attribue au fameux séisme de 365, qui aurait eu des conséquences désastreuses pour cette ville. Pour appréhender l'époque vandale et byzantine, à laquelle a été consacrée la dernière partie du livre, l'auteur s'est fondé sur les résultats d'une fouille de sauvetage qu'il a menée en 1995 sur une partie d'une nécropole située à 4 km au nord de Monastir et à 200 mètres de l'hôtel des Palmiers. Cette fouille a permis de mettre au jour 53 tombes qui furent inventoriées et décrites dans le 2e chapitre de la 3e partie. Cet inventaire est précédé d'une présentation générale du contexte de découverte de cette nécropole, mise au jour à l'occasion de la construction d'une habitation moderne. L'auteur en précise l'emplacement, vraisemblablement situé à proximité d'une voie antique, ainsi que l'étendue qui semble excéder, bien sûr, les limites du terrain concerné par la fouille, à savoir celui de la maison contemporaine. Cette introduction est suivie d'une analyse typologique des sépultures et des modes d'ensevelissement. S'agissant du premier volet, 3 catégories principales de tombes ont été recensées, des sépultures maçonnées, des tombes bajards, ainsi que des amas d'ossements. En ce qui concerne les modes d'ensevelissement, les défunts étaient soit inhumés, soit incinérés. Cette nécropole, ou la partie fouillée de cette nécropole, se distingue par l'absence d'épitaphes et de monuments lithiques servant à signaler ces tombes, et aussi par la rareté du mobilier funéraire, ce qui dénote de la pauvreté de la population ou de la Guince qui a exploité cet espace. L'inventaire des sépultures a été suivi d'une étude anthropologique conduite par Sihem Rodesli, dont les conclusions indiquent que le choix du type de tombe ne semble pas conditionné par l'âge des individus inhumés. Quelle qu'en soit la typologie, une sépulture peut contenir plusieurs individus. En ce qui concerne les inhumations, la position adoptée est celle du décubitus dorsal allongé. L'analyse des restes osseux a également révélé que la nécropole accueillait adultes et enfants sans distinction spatiale marquée entre les 2 catégories d'âge, à la différence par exemple du site de Tisdrus où Latif Aslim a mis au jour une nécropole spécifiquement réservée aux enfants. L'étude de la céramique, confiée à Buthaina Marawi, a permis de dater cette nécropole du 5e au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Les indices de pauvreté des défunts ont permis à l'auteur de conclure que Ruspina était réduite à la veille de la conquête arabe à un petit village de paysans vivant des exploitations agricoles parsemées dans son arrière-pays. En dehors de cette nécropole, les vestiges archéologiques attribuables aux périodes vandales et byzantines demeurent extrêmement rares. L'auteur, après un examen approfondi des sources textuelles, ainsi que des récits des voyageurs européens de l'époque moderne, n'a pu identifier d'éléments attestant d'un rôle particulier joué par Ruspina durant l'occupation vandale ou au moment de la reconquête byzantine. L'absence d'un évêque rattaché à cette cité dans les divers conciles africains constituait selon lui un indice probant du déclin de Ruspina à cette époque. L'auteur va jusqu'à remettre en question l'origine ruspinienne de certains objets archéologiques signalés dans les publications du XIXe siècle, tels que 3 fragments statuaires et 4 inscriptions chrétiennes mentionnées comme provenant de la résidence de l'agent consulaire de France, ainsi que des chapiteaux et colonnes réemployés dans la mosquée du Ribat de Monastir. Ces éléments, d'après lui, proviendraient plus vraisemblablement de sites voisins, en particulier celui de Lepti Minus.
En revanche, certaines découvertes archéologiques récentes permettent de mieux appréhender les formes d'occupation de la cité durant l'Antiquité tardive. Une collection de monnaies mise au jour par l'auteur sur le site de Trilla comprend des demi-fouillis datables entre 610 et 650, fournissant ainsi, selon lui, un terminus antiquem pour l'époque byzantine à Rospina et un indice sur la pérennité des activités commerciales des Rospiniens. Par ailleurs, une fouille de sauvetage conduite par Heger Lekrimi dans la station touristique intégrée de Srans Monastir a permis la mise au jour de vestiges d'une chapelle chrétienne, de 2 tombes bajars, ainsi que de structures bâties probablement liées à un édifice à vocation artisanale, datable entre le 5e et le 7e, voire le début du 8e siècle. Les résultats de cette intervention, présentés sous forme de communication orale à l'Institut national du patrimoine en 2012, demeurent à ce jour inédits. L'ensemble de ces données vient, selon l'auteur, conforter les conclusions établies dans les chapitres précédents. Dès le début du 4e, Rospina entre dans une phase de déclin progressif qui aurait été aggravée de manière décisive par le séisme de 365. Ce dernier aurait contraint les survivants à abandonner la ville et à se replier vers la presqu'île de Monastir. À l'arrivée des Arabes, la cité romaine de Rospina n'était plus qu'un modeste village. C'est toutefois sur l'extrémité de la presqu'île de Monastir que Hertima ibn Ayun, gouverneur du calife Haroun al-Rachid, érigea, selon les sources, le plus ancien ribat d'Afrique. Le déclin de la ville romaine s'accompagna de la disparition progressive de son toponyme. Au Moyen-Âge, l'agglomération prit définitivement le nom de Monastir. À la fin du dernier chapitre de son ouvrage, l'auteur s'interroge sur la datation de ce changement toponymique et examine les diverses hypothèses avancées quant à son étymologie. L'ouvrage de Nabil Qallela constitue une entreprise monumentale, voire titanesque. Il est fort probable que sans son engagement, nul n'aurait osé entreprendre l'écriture de l'histoire de Rospina. Cette réticence s'explique aisément par l'extrême rareté et la fragmentation des sources disponibles sur la cité. La disparition de ces vestiges archéologiques, conjuguée à la rareté des témoignages épigraphiques, entrave considérablement toute tentative de restitution des multiples aspects de la vie de cette cité antique. C'est précisément en cela que réside tout l'intérêt de cet ouvrage, qui se distingue par les questionnements pertinents soulevés par l'auteur tout au long de ces chapitres, ainsi que par ses analyses rigoureuses et approfondies des textes littéraires et des inscriptions mutilées à sa disposition. De plus, ces interprétations solidement étayées reposent sur les résultats de 2 fouilles de sauvetage qu'il a menées avec des moyens limités. L'auteur ne manque pas, par ailleurs, d'enrichir sa démarche en sollicitant l'expertise de divers spécialistes, céramologues, numismates, anthropologues et historiens de l'art, afin d'éclairer ses recherches sous des angles complémentaires. Avant de clore cette présentation, il convient de s'arrêter brièvement sur le titre de l'ouvrage, Rospina, monastir romaine et tardo-antique, et particulièrement sur l'usage de l'expression tardo-antique, employée par l'auteur pour désigner la période englobant le Bas-Empire et les périodes vandales et byzantines. Dans l'introduction, l'auteur prend soin d'expliquer plutôt que de justifier le choix de cette dénomination qu'il présente comme un compromis terminologique, volontairement neutre, face aux multiples grilles de lecture historiographiques qui ont marqué l'étude de ces phases de transition. Perçue comme une période de déclin et de désagrégation du monde romain, l'Antiquité tardive a fait désormais l'objet d'une relecture historiographique nuancée en ce qui concerne l'Afrique du Nord. Les recherches récentes tendent à considérer cette période non plus uniquement comme une phase terminale, mais comme un moment de profonde transformation sociale, religieuse, institutionnelle et économique.
Pour les historiens de l'Afrique du Nord, l'Antiquité tardive représente un laboratoire d'observation privilégié des dynamiques de transition. La christianisation progressive des communautés urbaines et rurales, les mutations des formes de peuplement, l'évolution des structures municipales ou encore l'adaptation des élites locales face aux nouveaux pouvoirs, vandales puis byzantins, témoignent d'une société en recomposition plutôt qu'en déliquescence. En mobilisant une approche à la fois historique et archéologique, fondée sur l'analyse croisée des sources écrites et des vestiges matériels disponibles, l'auteur est parvenu à formuler des hypothèses solides sous les formes d'occupation du site de Ruspina et sur leur évolution dans la longue durée. Il a également pu éclairer et interpréter les choix opérés par les autorités locales face aux grands bouleversements politiques et militaires qui ont jalonné l'histoire de la région. Je conclurai cette présentation en reprenant les mots de Seazdine Bachewch dans sa préface, qui résume, à mon sens, parfaitement la portée de cet ouvrage. Je cite Seazdine, « Somme toute, l'on peut affirmer qu'il ne sera plus possible désormais de parler de monastir dans l'Antiquité sans se référer pour l'essentiel au livre de Nabil Qalala. » Et merci pour votre attention. Merci pour cette présentation exhaustive du livre. Donc, on n'a plus besoin maintenant de parler. Alors, je cède la parole au professeur Seazdine Bachewch. Mes premiers mots sont d'abord de remerciement à Monsieur le Président de notre Académie. Par sa présence, non seulement il nous honore, mais conformément à une tradition de cette maison qu'il a lui-même renforcée, la présence d'un président veut dire que c'est l'ensemble du corps scientifique qui s'engage dans cette opération. Merci. Je remercie aussi pour l'organisation, pour avoir bien accueilli cette idée, notre directeur de département, notre collègue, cher Saad Lahmid. Vous venez d'avoir une analyse complète de l'ouvrage. Je ne vais rien reprendre de ce point de vue. Tout ce que vous avez entendu vient d'une lecture attentive, vous l'avez compris, d'un ouvrage qui est aujourd'hui honoré au plus haut niveau. Nous sommes dans une académie. Ça ne veut pas dire que notre discussion va être académique. Il y aura des mises en question, il y aura des interpellations, mais il est important de dire que c'est un couronnement dont je félicite notre collègue Sinabil. J'ai été très heureux je l'ai rappelé dans la préface, d'être appelé par lui pour lui faire une préface. Au fait, son ouvrage mérite plus qu'une préface. Et vous venez de voir, et aujourd'hui, vous pourrez beaucoup plus que ce que nous allons dire aujourd'hui, faire en sorte que lorsque cet ouvrage va circuler dans le monde, et il a commencé déjà, on comprenne que un fait extraordinaire sur lequel j'insiste. Ruspina était un nom important, mais n'était qu'un nom échappé au naufrage d'autres noms de l'Antiquité, grâce au pseudo-César, grâce à la guerre d'Afrique. Donc, tout le monde disait Ruspina. Mais qu'est-ce que ce toponyme cache derrière le mot? Nous n'en savions pas grand-chose. Et voici que, grâce à Nabil Qalala, ce toponyme, ce nom de Ruspina, n'est plus seulement une mention dans l'histoire, il prend place de façon brillante dans l'historiographie. Nous avons maintenant un ouvrage. Et je n'hésite pas à dire que c'est un véritable dictionnaire auquel nous avons affaire ici.
puisque toutes les sources, j'ai bien vérifié, il y a quelqu'un de plus précis que moi, il est présent parmi nous, je vais leur rappeler son travail tout à l'heure, si Mohamed Arbin Siri, eh bien, j'ai pu vérifier, et lui, il l'a fait mieux que moi, il a eu le temps de tout voir. Cher ami, on ne vous trouve jamais en mal d'oubli ou en difficulté. Vous avez ce qui est rare, vous avez tout lu en ce qui concerne Ruspina et Monastir. Tout, absolument. Je peux vous en assurer, et nous sommes deux à vous en assurer, puisque avant de vous donner sa préface, j'ai lu de près, j'ai vérifié, et lui, il vient de donner, Mohamed Arbin Siri vient de donner, tu le sais, un remarquable compte-rendu dans une grande revue, Libyan Studies, en anglais, cette revue. Il a fait le compte-rendu en français. C'est une revue qui est prestigieuse, qui est diffusée un peu partout dans le monde, et il a rappelé ton apport. Nous avons maintenant un ouvrage fondamental. Plus personne ne peut parler de monastir à l'époque antique, donc de Ruspina, sans se référer uniquement à cet ouvrage, puisque vous reprenez tout. Il y a tout. Depuis Stéphane Gzell, peut-être j'aurais voulu personnellement, je commence à te taquiner, que d'un mot on rende hommage à celui qui est le maître de toutes nos études, qui est, avec son histoire ancienne de l'Afrique du Nord en tant de volumes, parce qu'il a attiré l'attention sur l'importance, tu le sais mieux que moi, de Ruspina grâce au bellum africain, grâce à la guerre d'Afrique. Un petit mot en passant, mais enfin, c'est moins grave, puisque tu as tout repris. Alors, ce que je voudrais dire après l'analyse et la lecture attentive qui a été faite, ce sont 3 points importants. Un, c'est que nous avons dans ce livre un compte-rendu précis de tout ce que nous savons par les textes, au-delà du texte fondamental que tu utilises, c'est-à-dire les guerres d'Afrique. Nous avons tout. Deuxième groupe de sources, cela vient d'être rappelé par notre collègue, c'est l'épigraphie. Je voudrais dire que j'ai été très heureux de lire ça. Vous nous présentez des choses inédites. Et sur ce point, c'est un cours, j'allais dire même, il y a des moments où c'est presque un manuel d'épigraphie. Vraiment. Moi, je dirais à mes chers amis, tu as rappelé l'amphithéâtre de la rue Alitrad, de ce cours d'il y a plus de 40 ans maintenant. Eh bien, nous avons un cours d'épigraphie dans ce livre. Un vrai cours d'épigraphie. C'est pas seulement une analyse. Pédagogiquement, c'est un cours d'épigraphie. Et beaucoup de jeunes devraient le lire pour apprendre comment on analyse une inscription. Comment on tire d'une inscription des conclusions d'ordre historique. Merci de l'avoir fait. Parce que, quelquefois, l'aspect pédagogique, c'est ta qualité de professeur universitaire qui t'a conduit à faire ça, mais je t'en félicite et j'insisterai à l'avenir pour dire, vous voulez voir comment on utilise un texte, eh bien, allez voir Nabil Khalel dans Ruspina. C'est vrai, parce que nous passons très vite sur les inscriptions, nous en tirons quelque chose, comme quelquefois, trop d'ennui, comme dit le proverbe, la pauvreté aide. Comme tu n'avais pas beaucoup de textes, tu t'es appliqué, c'est comme ça que je comprends aussi, à tirer le maximum de ça. Oui, parce que si tu avais
des inscriptions de Doga, tout serait passé très très vite, etc. La troisième chose qui est importante à rappeler, c'est l'archéologie. Nous avons aussi une présentation des fouilles, et des fouilles personnelles. Oui, on dit il est originaire de monastères, mais que de gens originaires de Jendouba n'ont jamais rien fait pour Bularij, et d'autres originaires du Tik et des environs qui n'ont jamais rien fait. L'origine est intéressante à rappeler quand elle a permis de sauver des choses. Et cher ami, tu as sauvé non seulement, et j'en témoigne puisque j'ai passé une partie de ma vie quand j'étais moins vieux que maintenant, pour ne pas dire autre chose, à Monastir, et mes premiers pas d'inventaire, je les ai faits à Monastir, d'où mon attachement à cette ville, qui n'a rien à voir avec la politique, mais parce que les gens de Monastir sont fiers de leur patrimoine. Et ils l'ont appelé, et chaque fois qu'ils ont trouvé des choses, on l'a appelé, et c'est comme ça que Henshir Tenir d'un côté et Skans de l'autre, le lieu archéologique de Skans, ont été sauvés. Et ils nous sont présentés les deux. Ce que, et c'est d'où ma première question, si tu permets, pour animer un peu, je n'attendrai pas la fin pour lui poser des questions, c'est en passant, comme ça nous avons un dialogue. Quand tu as commencé tes fouilles il y a 40 ans, très peu de gens savaient qu'un Shirtenir, c'était la ville ancienne. Très peu de gens. Bon. Et je me souviens, j'ai été c'est peut-être le premier archéologue à avoir vu, et on en parlera dans un moment, cette faille qui est la preuve de ce que ce grand séisme a produit. Et elle est conservée, heureusement, jusqu'à maintenant. Ce que je voulais dire, c'est que comment tu as conduit tes fouilles dans l'idée de parvenir à situer derrière le toponyme Ruspina quelque chose. Parce que d'habitude, comment vient-on fouiller? Il y a des archéologues ici présents qui peuvent le dire autant et mieux que moi. On a un forum, surtout chez nous, nous sommes la province la plus riche. Après Rome, c'est chez nous. Vous allez dans la banlieue de Sfax, à Tina, vous avez tout. Vous allez à Dogan, alors là, vous allez à Bularij, etc. Partout où vous allez, dans toutes les régions de Tunisie, vous avez forums, des termes, et c'est pas des petits termes, c'est des termes avec des statues, des mosaïques, etc. Comment tu as pu comprendre tout l'intérêt, parce que méthodologiquement c'est important, comment tu as pu tout comprendre l'intérêt que cette pauvreté du site est importante pour lier à la disparition progressive, à l'effet du séisme, comment un séisme a fait disparaître un centre-ville, et comment on est passé d'un Shirtenir à 5 km à peu près plus loin vers Skans. Parce que ça, c'est un phénomène unique, nous n'avons rien d'autre. Ailleurs, nous sommes conduits, non pas par le terrain, mais par toute la tradition. Ça fait plus d'un siècle et demi qu'on fouille Bularij, qu'on fouille Tina, qu'on fouille Soufetula Sbitla, etc., etc. Jusqu'à Haïdra, nous avons une immense ville, etc. C'est un point extrêmement important, et au-delà des félicitations, c'est vraiment une leçon de méthodologie archéologique, et dans l'histoire urbaine, c'est la seule fois où cela a été fait. S'il te plaît.
Merci. Je réponds ou Oui. bien... Non, je réponds juste... oui, parce que j'aurais une... D'accord. Eh bien, en réalité, quand j'ai commencé à m'intéresser à la presqu'île de Monastir et à Inchiltenir, je n'avais aucun programme en tête, aucun projet précis. C'était ma ville natale, mon terroir, que j'aimais et que j'aime toujours, que j'aimerais toujours. Il fallait s'en occuper. Et par simple curiosité des fois, je me rendais dans tel ou tel point, mais chemin faisant, des questions commençaient à se poser. Jusqu'au jour où je m'étais rendu à Inchiltenir en 1986 et je me rendis compte de quelques vestiges sortis de terre lors des travaux d'aménagement du terrain de golf. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça devait être le site de Rospina, qui était placé par la majorité des historiens et archéologues sur la pointe de la presqu'île de Monastir, mais pas à l'intérieur. Évidemment, je connaissais cette fameuse mosaïque d'une maison romaine, affectée par deux failles même, un jeu et rejeu de failles. Et donc j'étais porté par deux choses. Tout d'abord par une investigation archéologique et scientifique sur Rospina, et deuxièmement par la nécessité de sauver le site de Rospina, qui devait être localisé comme étant celui de Rospina, car cet aménagement du terrain de golf à un moment douloureux, il faut dire, où il n'était pas facile d'intervenir et de s'opposer à certains aménagements. Il fallait quand même pas m'opposer, ce n'était pas facile en 1986, il fallait essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Mais pas encore du tout l'idée d'écrire un livre, non du tout. C'était répondre à quelques questions, parfois d'ordre épistémologique, et sauver un site dont ne paraît que quelques vestiges, des termes qui se sont avérés être des termes, parce qu'au départ, il n'y avait que des murs, quelques éléments d'architecture, pas beaucoup, mais bon, réellement, il n'y avait pas de quoi écrire un livre à ce moment-là, sauf que l'appétit vient en mangeant, et que petit à petit, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer de penser à quelque chose d'important, à écrire quelque chose, à essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé là-bas. Évidemment, en tête, comme arrière-fond, il y a toujours le Bellum Africum du psaume de César. Mais le problème, c'est que ni l'endroit du site de Rospina n'était assuré, ni le champ de bataille du Bellum Africum n'était connu à ce moment-là. Et donc, si tu veux, petit à petit, j'ai commencé à échafauder le tout et à bâtir ma mosaïque petit à petit, et que, effectivement, je me suis dit, il y a lieu, effectivement, de présenter quelque chose d'assez élaboré, d'assez développé. Puis, donc, j'ai engagé la fouille des termes de Inchiltenir, des petits termes de quartier, pas grands, et que, en fouillant, j'étais tombé sur des vestiges écroulés. Ce ne sont pas, parce que quand même, en tant qu'archéologue, nous distinguons entre des vestiges tombés comme ça par l'effet de la pluie, du vent, par une certaine
un délaissement. Mais là, il y a des vestiges, des éléments, des voûtes, des murs qui sont écroulés. Il y a des pavements de mosaïque qui sont défoncés. Et tout de suite, j'ai rattaché cela à la fameuse mosaïque qui n'était pas loin, qui était à quelques 200 mètres à peu près, à cette faille extraordinaire. Et les choses, comment dirais-je, se présentent de façon complémentaire, harmonieuse. Puis par la suite, en fouillant les termes, eh bien, je tombe sur encore une faille, encore une autre faille, dans le frigidarium, et aussi sur la réparation de mosaïques par des fragments de marbre. Dont quelques-uns sont gravés, sont inscrits. Et qui plus est, des fragments de marbre dédiés à des empereurs ou à des divinités. Lesquels fragments de marbre devaient appartenir à des bases de statues et qui devaient se trouver nécessairement dans des endroits publics parce que elles sont décidées par un décret des décurions, c'est-à-dire aujourd'hui par le conseil municipal. La grande question, comment se fait-il que des inscriptions, aussi petites soient-elles, aient été déplacées d'un lieu public, d'un endroit public, d'un espace public, pour les utiliser dans des termes pour qu'on marche dessus, c'est-à-dire des noms d'empereurs ou des noms de divinités, c'était un sacrilège, une profanation. Et donc, je me suis dit, le centre urbain de la ville de Orospina a dû être démoli par conséquent, et donc délaissé, et par conséquent, on pouvait, à un moment où le culte impérial n'était plus important, à un moment où les divinités païennes n'étaient plus importantes parce qu'elles laissaient place à la chrétienté, qu'on a pu utiliser ces fragments-là dans les termes de Orospina. Et donc, relier tout cela à ce fameux séisme de 365 essentiellement, qui pour moi a démoli donc une grande partie de la ville. Et c'est ce qui explique que la ville d'Orospina n'a pas gardé ses monuments, comparé à d'autres villes et sites très connus, que ces monuments étant détruits, la ville étant délaissée en grande partie, ces monuments ont été, ou ce qui est resté des monuments, ont été enfouis sous terre. Et par conséquent, c'est Asdin. Le nom d'Orospina n'apparaît pas dans l'historiographie. Les voyageurs, depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne, quand ils arrivaient à Monastir, de Sousse généralement, ils empruntaient la route côtière par la falaise, ils sont tout de suite frappés par ces fameux îlots comprenant les Hawanet, ils y descendent, font une description, et puis rencontrent des monastériens. Leur posant la question, est-ce qu'il y a d'autres ruines à Monastir? Qu'est-ce qu'on leur répond? Allez-y voir Lamta, allez-y voir Leptiminus. Personne ne se rappelait de quelque chose qui s'appelait Orospina. Ni même Heshiltini. C'était tout simplement inconnu. Pourquoi c'était inconnu? Parce que je suppose que la ville étant détruite, étant enfouie depuis très très longtemps, elle était tout simplement oubliée. De tous, même par deux Français. L'un directeur d'école primaire
qui a écrit un livre sur Monastir, et l'autre qui est natif de Monastir, Guido Medina, qui lui aussi a écrit et présenté une carte de Monastir. Personne n'a évoqué ni Hachiltini ni Ospina, parce qu'il n'existait plus pour eux. Par contre, qu'est-ce qu'on évoque? Eh bien, on évoque l'Qdima. Alors, l'Qdima se trouve justement à Scanès. Petit à petit, par chance d'ailleurs, on découvre à El-Qdim quelques vestiges plutôt qui dénotent d'aspect rural. El-Qdima. Alors justement, comment expliquer cela? Alors je me suis dit, probablement, les rescapés de ce fameux séisme, de Hachiltini, de Rospina, se sont évadés, ont cherché refuge à Scanès, qui renfermait des exploitations agricoles, qui étaient au bord de la mer, et ils se sont installés avec les moyens du bord, avec tout ce qu'ils ont pu ramener avec eux. Mais ce n'était pas la ville de Rospina, c'était ce qui restait, ce qui avait pu échapper donc de Rospina. Alors, quelle est la preuve à présenter? C'est celle de l'époque d'occupation de Scanès. Eh bien, ces vestiges ne datent pas avant le 5e siècle. Ils datent tous à partir du 5e siècle. Et généralement entre le 5e siècle et le 6e, 7e siècle. Ce qui correspond donc à l'après-séisme qui s'est abattu sur Hachiltini Rospina. Plus que cela, une autre chance, je ne sais pas si on peut parler de chance, c'est la nécropole de Scanès, qui est une nécropole datée par ma collègue ici présente, Bouthaina Marawi, que je remercie beaucoup, des 5e, 7e siècles, que j'ai fouillé moi-même, et justement, il n'y a rien avant le 5e siècle. Donc, une nécropole vandalo-byzantine à partir du 5e siècle, des vestiges à Scanès à partir du 5e siècle, et par conséquent, pour moi, il y a des Ruspinéens qui sont venus s'installer donc à Scanès après ce fameux tremblement de terre, ce séisme qui a donc détruit une grande partie de la ville. Donc, ce qui est resté dans la mémoire des monastériens et des habitants de monastère, c'était El-Qdima. Et El-Qdima n'était pas un simple endroit. C'était quand même ça devait être, moi j'ai dit, une bourgade, un village. Un village qui devait avoir constitué cette entité, on ne va pas dire urbaine, mais entité quand même, et qui était protégée par une sainte, l'El-Blida. L'El-Blida, c'est le diminutif de Bled, Boulaïda donc, et qui présidait à la protection de Scanès el-Qdima. Donc, pour le monastère, il y avait Scanès el-Qdima, l'El-Blida, puis c'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Donc, tout cela, quand même, m'a permis d'aller dans le sens de ce tremblement de terre qui s'est abattu. Alors, justement, il y a un autre exemple qu'on pourrait donc rappeler aussi, évoquer plutôt, c'est celui de Marmoura. Parce que Nabeul, Néapolis, a connu à partir du IVe siècle, elle aussi, un grand tremblement de terre, si bien qu'une partie de la ville se trouve sous mer, immergée aujourd'hui. Et les trouvailles archéologiques dans cette partie immergée ne datent pas après le IVe siècle. Ils datent avant. Et on propose que les ateliers de céramique qui étaient à Néapolis se sont déplacés à 8 km plus loin, exactement à Marmoura. Ah, je me suis dit, voilà donc un exemple qui corrobore la thèse que j'ai avancée par rapport au déplacement de la ville, ou de ce qui est resté de la ville, de Rospina Hachiltini à Rospina, entre guillemets,
donc Scanes al-Qdima. Alors, si tu veux, c'est Asdin, en fait, c'est un raisonnement progressif. J'ai pris mon temps, évidemment. Je suis peut-être connu de mes étudiants et de mes collègues pour quelqu'un qui va dans le détail. Il est vrai que la pauvreté des inscriptions t'encourage à essayer d'approfondir, d'aller dans le fond des choses, d'essayer de tirer. Il est vrai que je n'aime pas beaucoup les inscriptions, les trop belles inscriptions qui existent de moins en moins d'ailleurs, comme tu le sais, où on a tout. Mon souhait, c'est de tomber sur des inscriptions pas tout à fait complètes, avec quelques lacunes, et que ça me pousse à essayer de compléter, de mieux comprendre et de présenter c'est-à-dire une inscription qui fait appel à l'intelligence humaine. Et donc, pour moi, Ruspina était d'une avarice documentaire incroyable. Il n'y avait presque rien, comme le disait Madame Lamia Ben Abid, et c'était donc décourageant, en fait. Parce qu'on est né à Boudarij, né à Chemt, né à Musti, etc. On est à Ruspina où il n'y avait rien. Rien. Et par conséquent, il n'y a pas réellement de facteur encourageant pour dire « Ah, je vais faire un livre. Un livre sur quoi ?» Un livre, bah là, justement, il faut aussi un peu de ténacité. Et c'est peut-être aussi parce que je suis de monastère, comme tu me l'as dit un jour, il y a un rapport presque charnel entre moi et monastère, le fait de m'y rendre très souvent, d'être à chaque fois observateur du paysage, de la topographie, de la géographie, que peut-être cet échiquier historique s'est construit petit à petit, et je pense avoir donc apporter, écrire une histoire de Ruspina qui fait appel à toutes sortes de documents, toutes sortes. C'est ça, en fait, la difficulté et en même temps l'intérêt d'une monographie régionale. La difficulté, c'est que on doit tout faire, de l'archéologie, alors toutes sortes d'archéologie urbaine, funéraire, religieuse, toutes sortes d'épigraphies, toutes sortes de textes, etc. Et alors, là, évidemment, on n'est pas... Aujourd'hui, on n'est plus outillé pour dire, moi, je peux tout faire, c'est pas possible. Je ne peux pas être un numismate, je suis épigraphiste, mais pas un numismate, donc j'ai eu recours à des collègues, recours à Bouthain Amara, à d'autres, pour s'occuper d'aspects précis. Mais il fallait absolument tout faire, et comme j'ai commencé par le livre Ruspina libico-punique, il fallait être aussi un peu beaucoup, comme on dit, il fallait être aussi punicisant, avoir de bonnes connaissances de l'histoire libique, pour donc ratisser large et couvrir cette période-là, qui commence de à peu près 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, sans prétendre être à la fois punicisant et romanisant, mais en tout cas, je me devais d'avoir des compétences dans tel ou tel aspect de l'histoire du monastère pour être en mesure d'écrire cette histoire, finalement, qui s'avère être assez riche, assez intéressante, ce que j'appelle d'une petite grande ville. Petite par la géographie, et grande par ce qu'elle a pu révéler par rapport à son rôle joué depuis l'époque punique jusqu'à l'an 238 et sa participation à cette fameuse révolte de Tisdrus. Et si vous permettez juste une petite parenthèse pour remonter un peu le temps, pour l'époque libique, eh bien l'intérêt de Ruspina libico-punique, c'est d'avoir montré que les hawanettes de l'îlot El-Hmem sont tout à fait comparables aux hypogées de Sicile, Pantalica I et Pantalica II, et d'en déduire que ces hawanettes remonteraient à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et de donner la preuve que
cette espèce de communauté, ce village libyque, devait exister à peu près aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, et de donner la preuve donc de l'antiquité libyenne dans tout le Sahel. C'est pour dire qu'en fait, on est obligé d'avoir plusieurs compétences et puis surtout de tenir bon, d'avoir beaucoup de ténacité pour parvenir à éclairer certains aspects de l'histoire, notamment de Rospina. J'ai été long, mais... Non, merci. Non, mais quand tu rappelles, comme tu viens de le faire, l'importance pour toute la région de cette présence au premier millénaire, c'est quand même énorme. Cela veut dire, l'autre conclusion, pour nous, plus importante, puisque nous parlons de monastères et de la région, que le site est beaucoup plus ancien que le site romain, que le site punique, etc. Et que dès le premier millénaire, nous avons un site qui s'est poursuivi tout au long de l'Antiquité, qui s'est poursuivi par le Ribat. Oui, parce que le Ribat n'est pas loin. Et donc, c'est important dans notre pays, ce choix des sites. C'est un site choisi très tôt, et en fonction de ce choix, nous devrions un jour, puisque tu as lancé l'idée de l'autochtonie, et je m'excuse, je dis à tout le monde, ce jour-ci, on nous a lancé une affaire, maintenant on confond tout, le nationalisme, cette histoire d'Amazigh, etc. Et alors, là, récemment, non, attention, Carthage n'a pas été fondée par les Phéniciens. Et ça y est, tout remet en question. Alors, qu'on arrête ces choses-là, et le seul moyen, c'est de conduire des études comme celle-là. Ce site est pré-phénicien, avant même Carthage. Donc nous sortir que tout remonte à Carthage, puis pas la Carthage que nous connaissons. Non, c'est la Carthage des Amazirs. Je ne sais pas comment Didon est une Amazigh, peut-être, j'en sais rien, mais ça va nous conduire un jour à des études ethniques, qui est la pire manière d'aborder. Mais ça, c'est une parenthèse. Non, moi, je voulais très vite 2 points importants de ce que tu viens de dire. Cette question de 2 petits sites, le site d'Unchertenir, qui définitivement, grâce à toi, grâce à ton livre, maintenant, c'est le premier site de Ruspina. Un point, c'est tout. Il n'y a plus de discussion à mener et ne revenons plus, tu as rappelé ça, mais qu'on ne te sorte pas des études faites avant ton livre. Parce que tous ceux qui sont intéressés à ça n'ont pas mené la même enquête ni le même travail. Ça, c'est très important. Le second point, qui, à mon sens, est le grand apport que tu as fait, c'est l'histoire du séisme. Moi, en tant qu'épigraphiste, je me suis intéressé, j'ai publié en 75, il y a 50 ans, j'ai publié une inscription où j'ai pris position pour, car cette idée, c'est le grand regretté, le maître des études de Libye, Antonino De Vita. C'est lui qui a lancé, à partir, lui, du terrain. Et on lui a rappelé qu'il y a un texte extraordinaire. C'est pour ça, nous sommes à Beit el-Hikma, une académie. Méthodologiquement, c'est très important. On ne peut pas s'occuper d'épigraphie, tu l'as montré, que c'est une science complète. Et que quand tu as besoin de spécialistes, tu les appelles. Tu appelles notre collègue pour la céramique, l'autre pour le numismatique, etc. Eh bien, il y a un texte d'un grand historien, Amien Marcellin. Amien Marcellin nous dit, dans un texte très clair, 2 pages extraordinaires, le 21 juillet 365, des vagues aussi hautes
que tous les bâtiments et le phare d'Alexandrie, parce qu'il parlait d'Alexandrie, où il y a eu un raz-de-marée, qu'aujourd'hui on n'appelle plus un raz-de-marée, c'est le terme japonais, tsunami. Mais quand il y a eu, parce qu'il y a eu une polémique, les gens ont écrit, y compris notre cher ami, ton maître, Claude Lepelley. Claude Lepelley, que j'aimais beaucoup, qui m'aimait beaucoup, me dit « Asdine, je vais t'attaquer, mais je ne veux pas. » Je lui ai dit « Mais vas-y, quoi !» Non, mais parce que toi, tu as pris position pour le raz-de-marée. Je lui ai dit « Cher ami, moi j'ai une inscription qui me dit, dans des grands termes, effondrement, ruina. Il ne faut pas être latiniste, ruina, la ruine. » Je lui ai dit « Une ruine. » Ah non, ça peut... Je lui ai dit « Tu m'excuseras. » À la fin, il m'a écrit, j'ai eu des tas de lettres, comme c'est un savant vrai, il m'a dit « Oui, j'ai vu la polémique et j'ai oublié que... Mais toi, tu es un ami. » Je lui ai dit « Ruina. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tombé en ruine. Donc, le séisme a provoqué la ruine des monuments. Et toi, tu as deux preuves proches l'une de l'autre. La grande, elle fait comme une rayure dans une carte, où tu as la preuve de ce séisme. Et il y a un jour, ça m'amuserait, quand tu auras le temps, surtout moi j'aurai le temps, on pourrait reprendre ensemble une série de textes, en particulier de Khmisa, Tubursicum Midarum, en Algérie aujourd'hui, pas loin de la région du Kef, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 inscriptions extraordinaires. Il dit, oh là là, chose qui n'est jamais arrivée. Le sol s'est renversé. Il dit, renversé. Les pavements de mosaïque sont défoncés. C'est comme un châtelier. Mais qu'est-ce qui peut défoncer des terrains, renverser un sol, si ce n'est un séisme? Même une guerre ne peut pas. Il n'y avait pas des tanks comme aujourd'hui. Donc, c'est à partir de ces textes. Et moi, j'ai eu le tort de mettre ça dans une préface que j'ai donnée il y a plus de 40 ans au père, celui qui travaillait à Carthage, Ferron, au père Ferron. Dans un gros livre qu'il a fait, très beau livre, j'ai mis dans l'introduction, j'ai rappelé, j'ai même traduit une partie sur le séisme. C'est passé inaperçu parce que les gens ne vont pas chercher ça. J'ai eu tort de ne pas reprendre ça dans un autre texte, parce que dans une préface d'un livre qui en plus parle des sculptures où le défunt est presque comme un dieu, on l'honore, etc. Bon, mais on pourrait le reprendre ensemble, ça m'amuserait, parce que c'est absolument le sol complètement chamboulé de Henschelteni. Absolument le même. On a une description dans l'inscription. Mais comme le temps passe, je voudrais, s'il te plaît, sur 2 points très vite, parce que ça intéresse tout le monde. C'est l'histoire de notre pays. Ruspina. Moi, je suis philologue, mais tout ce que j'ai appris du punique ou tout ça, c'est ce qui traîne dans les livres. Je suis plus gréco-latiniste qu'autre chose. Mais on m'a expliqué que russe, c'est apparenté comme en arabe, autre langue sémitique, ras, c'est-à-dire, oui, ras, pointe, et que russe pina, c'est quelque chose de la pointe. Est-ce que pina, on a expliqué ça? Pina, c'est l'angle. C'est l'angle, zèbre. Ah bon? Ah oui, c'est l'angle. Alors à ce moment-là, c'est une description topographique, puisque nous avons, tu es mieux placé que moi, mais là où, pas loin du Ribat, nous avons Zawiya. Est-ce que c'est ça? Alors, en fait, la racine rousse ou rouge veut dire 2 choses. Soit un cap qui s'avance dans la mer,
soit le point le plus haut. Comme nous sommes à l'intérieur de la presqu'île, c'est le deuxième sens qu'il faut retenir, car Ruspina se trouve au point le plus haut de la presqu'île, de toute la presqu'île. Ah, donc ce n'est pas l'angle. Ce n'est pas l'angle du cap qui s'avance dans la mer. Pardon? C'est le pic. C'est le pic. Le pic, donc, c'est le point. Voilà, absolument. Voilà, c'est l'explication, d'ailleurs, qui se trouve dans Péras et qu'il a tiré d'un sémitisant. Très bien. Donc, moi, étant un vieux de la vieille, je me souviens toujours de ceux qui étaient les premiers à promouvoir la culture patrimoniale. Il faut le rendre. Beaucoup de gens disent Athmel Kahak. Allah yarham Athmel Kahak. Parce qu'Athmel Kahak, كانوا حيتوروا وجيه هوني l'Académie هذه وراح عمل. Athmel Kahak avait l'intérêt, il y a 60 ans, il nous sortait sur le site archéologique et il était le premier à expliquer. Le premier, حتى حد ما كان يعيط لنا يجي يقول لا هذاك راهو كذا ويجيب لنا النصوص وكل شيء. عاد نتذكر مرة هزنا المستير وانا وقتها في الصيف نخدم غادي جاء مشيت معاهم قال لنا هذيك راس الفناء. Bon, c'est une explication, il n'était pas philologue de اما قال لنا راس. Donc c'est ça. والله نتذكر قال راهو اما راس dans le sens de l'angle ولا قال كيما راس الجبل على تذكرنا. C'est pour dire, pour finir à propos de monastère. Et tu as donné tout aussi, etc. سي إبراهيم شبوح يذكر بالخير إن شاء الله صحته ديما تتمكنوا من العمل. مشيت أنا وياه 30 سنة تو في طريق قروان كيف تخرج من فيذا وماشي القروان الطريق هذاك منزل دار الواعر ثم بقعة وبعدها وقفني والله نذكر ويذكر سي إبراهيم قال لي عيط الواحد قال له وش اسم البقعة هذه؟ قالوا اسمها منستير وجايب لي نص معاه d'un voyageur du 11e siècle يقول منستير عثمان موجود. هكا وش قال لي؟ قال لي هذه دلالة أنه منستير ماهيش رباط خاطر يمكن نسميه الرباط منستير لكن مهم أنه البقعة هذه ما فيهاش رباط. هو عندنا هوني اللي يعرف الأمور هذه خير مني. منستير عثمان والله نفكرها لتوا وتعرفوا سيادتك النص توا برشا وانت عطيت حتى دي بالسا خدم عنا وقت اللي انا كنت مدير المعهد دي بالسا كان مع المرحوم سيدي مصطفى زبيس كانوا عاملين مركز عملناه وتنحى مركز الدراسات الاندلسيه اسبانو اندلس. هذا كان مع جماعه ضمنهم ما زالوا موجودين سي القفصي وزملائنا كانوا في المعهد. لي توبونيم هذا منستير عثمان حطوها لانه واحد منهم ذكر انه ça a été confirmé par quelqu'un qui est originaire de là-bas. Mastino قال له nous avons monastère. عندهم بقعة في سردينيا monastère. ولهذا مسألة monastère أنها n'est pas liée à monastère du point de vue archéologique mais du point de vue philologique ردوا بالنا خاطر ما كانش كيفاش نفسروا monastère. Alors, là-dessus, je dois dire tout d'abord que la question est assez délicate et que j'ai essayé de la mener avec beaucoup de prudence. Évidemment, après avoir passé en revue toutes les positions des uns et des autres qui ont essayé d'avancer une explication sur le nom de monastère,
l'idée la plus courante, c'est de rattacher ce nom-là à l'existence d'un monastère. Alors, moi je ne suis pas contre, mais je suis historien, il me fallait un document, il me fallait une preuve. J'ai cherché du côté des preuves archéologiques. Ça n'existe pas. Il faut dire aussi que les monastères ne sont pas attestés archéologiquement. Peut-être il y aurait un monastère à Carthage. Mais sinon, on n'a pas l'attestation matérielle de l'existence de monastères. Et la petite chapelle trouvée à Scanès ne peut pas prétendre être un monastère. Deuxièmement, dans tous les conciles réunis en Afrique entre le 5e siècle et le 7e siècle, qui a réuni beaucoup de villes, entre guillemets, tunisiennes, africaines, jamais Rouspina n'a été représenté. Et dans tous les textes épigraphiques mentionnant les moines et les monialès, il n'y a aucun moine, aucune monialès venant de monastère, de Rouspina. Et en plus, je n'ai pas... Donc cette petite importance ou l'absence d'importance religieuse de monastère se vérifie dans sa pauvreté urbanistique. Je viens de dire que l'époque du 5e, 6e, 7e siècle où les monastères se seraient donc installés, Rouspina était un petit village, une bourgade, et donc ne pouvait pas prétendre à une représentation dans un concile. Et par conséquent, rien, ni épigraphiquement, ni historique, ni au plan des ressources littéraires, ni archéologiquement, on ne trouve de traces, pas la moindre preuve, qu'il y aurait eu un monastère qui devait être, le cas échéant donc, tellement important qu'il aurait été éponyme pour avoir donné son nom à monastère. Moi, j'aimerais bien, mais je veux des preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de de la correspondance entre monastérium et monastère pour aller donc dans le sens d'un monastère, que monastère s'était appelé monastère à cause de la présence d'un monastérium. Donc j'ai été, à la suite de tout ce raisonnement, je ne pouvais pas tirer autre chose que monastère ne pouvait avoir que le sens de ribat, de husn, de fort, mais sans nier évidemment le djihadisme, sans nier évidemment sa sacralité pour avoir abrité les morabitines dès le 8e siècle. Voilà donc mon raisonnement. Non, mais nous l'avons lu et je suis heureux que tu le rappelles, mais il est important. Nous avons des spécialistes et des non-spécialistes, mais ça intéresse l'histoire de notre pays. Il est impossible que monastère vienne de l'arabe. Impossible. Il n'y a pas de mot. Tous les arabisants l'ont trouvé. Bon. Que ce soit monastérium qui a donné monastère, c'est une chose. Mais qu'il y ait un monastère là-bas, tu viens de dire les objections. Bon. C'est pas le lieu de développer ça ici, mais mettons-nous en tête cette affaire que le mot monastère se trouve, c'est quand même curieux qu'on l'on trouve un endroit qui dans le récit des voyageurs s'appelle monastère Athman, où les lions naissent sur le monastère. Bon, c'est pas un monastère là-bas dans le sens ni ribat ni rien du tout.
puisque nous sommes... Ah, il faut faire la prospection là-bas. Quelle prospection? Ce n'est pas en bord de mer, c'est à 50 km à peu près. Oui, alors donc, impossible que ça soit un débat. Hein? Chacun sait, c'est pas possible. Non, je parlais de la nécessité de prospecter des lieux pour s'assurer d'abord de la chronologie de Monastir Othman, de ce qu'il y avait eu là-bas, de ce qui pouvait ou devait correspondre à Monastir Othman. Parce qu'un simple nom ne peut pas donc préjuger de sa fonction, etc. Donc il fallait aller là-bas, prospecter, faire donc une étude géographique, topographique surtout, voir la céramique pour mettre tout cela dans un ordre chronologique et donc une lecture historique acceptable. Donc, oui, ça c'est pour les conclusions, oui, voilà. Tout à fait. Mais le nom existe et il n'existe pas seulement chez un voyageur, il existe sur place. Oui, je sais. Mais il est aussi en Yougoslavie, en Espagne, il y a pas mal de villes qui s'appellent monastères. Évidemment, en Sardaigne, que ce nom soit rattaché à un monastérium, c'est possible. Mais que ce monastérium aurait donné le nom de monastère, laquelle monastère aurait donné son nom par la suite à un chapelet d'autres villes du nom de monastère, bon, c'est une problématique qui pose problème. J'aimerais que... Alors, j'ai beaucoup discuté avec notre ami Ahmed Bey, que tu connais. Il semble être, de mon avis, en tout cas, il ne s'oppose pas à l'idée qu'il n'y ait pas nécessairement de lien, de rapport entre l'existence d'un monastérium à Ruspina et donc la ville qui s'est appelée monastère par la suite. Alors, on va donner la parole à سي محمود. كنت نقول لزميلتي اللي عمري ما حضرت على نقاش تاع زوز علماء qui n'hakaient, et que c'est pour moi une grande leçon. La difficulté de traiter les temps de l'Antiquité à partir de pièces disparates. C'est un puzzle extrêmement compliqué, avec des trous partout. Et essayer d'en sortir une histoire. J'ai pour vous, moi qui ne suis pas historien, une question. Est-ce que Ruspina, dont vous avez dit qu'elle s'étend historiquement du premier millénaire au 7e siècle, a-t-elle les racines d'une civilisation? L'époque punique vient après, mais le premier millénaire. Comment est né Ruspina? Avez-vous une hypothèse au moins? À quelle civilisation participerait-elle? Est-ce que vous avez une idée? Alors, pour le premier millénaire, je peux même dire... Pardon? J'attends aussi. Très vite, moi en 2 secondes. Je vais rappeler que Engels disait que l'histoire, c'est le temps mobile de l'éternité. Je dis ça parce que c'est Abdelhamid, il a dit mon professeur était c'est Azdin Pachaouch. Je dis que mon professeur était Nabil Qalala et moi-même j'étais le professeur de la Lamia. Donc c'est l'histoire qui continue. Je me souviens également pas en 86, c'était en 85. J'étais jeune assistant de 3 à 4 ans, on circulait dans les couloirs de la Manouba. Tu me disais que je viens de découvrir lors d'une fouille donc ou d'une escalade dans le terrain de golf, quelque chose qui s'appelait à l'époque je dirais Henshir Tenin, tu me disais non Henshir Tenir. Bon,
Et c'était le début de... Mais je veux revenir au moins à un point, puisque je suis géographe, géomorphologue, à cette histoire de séisme. Parce que le séisme de 306 et puis celui de 360 et 365, paraît-il, il a touché la totalité de la Tunisie. Et pas uniquement en relation avec une petite satellite qui a touché la Mosaïque d'abord et ensuite Ruspina ensuite, mais c'était en lignament avec une grande faille qui va de Monastir à Ain Okhtr. Parce que à Ain Okhtr, nous avons trouvé, les morphologues, des cisaillements qui ont touché la dernière dune en Tunisie qui date à peu près de 2000 ans avant Jésus-Christ. La même chose peut-être se passe à Ain Tonga aussi. Parce que l'abandon du site de Ain Tonga probablement a été à la suite d'un tremblement de terre. Le même qui se manifeste à Ain Shir al-Khandaq, dans les environs de Zagouan. Donc la question que je pose, elle est très simple. En plus des témoignages qui ont été déjà cités maintenant, quels sont les témoignages de ce tremblement de terre dans les parages de Ruspina? Je vous remercie. Pardon? Quels sont les témoignages de ce tremblement de terre, à part ce qui a été dit et qui existe dans les parages de Ruspina? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais saluer M. Nabil Khalel pour ce magnifique ouvrage. Et j'aimerais vous dire qu'il y a actuellement une thèse de doctorat qui se prépare à Princeton, aux États-Unis, sur les séismes, et que j'ai conseillé la doctorante de lire votre travail sur les effets du séisme sur le site de Ruspina. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais il y a un point très important, à savoir qu'on oublie toujours que l'Antiquité tardive est une question aussi de loi. Et tout est était réglé par la loi, tout est codé par la loi. Et pour le choix, en fait, je vous félicite parce que c'était quasiment impossible que Ruspina soit lié, que Monastir soit lié au Monastarium, tout simplement parce que le code théodosien, le code justinien précise que pour construire un monastère, il faudrait que l'évêque du lieu intervienne pour la construction. Et puisque Ruspina n'était pas un diocèse, il n'y a pas un évêque dans l'histoire du Ruspina, c'est quasiment impossible que le toponyme soit lié à un monastérium parce que c'est l'absence de l'évêque qui pose problème. Et le code justinien précise qu'il faudrait l'évêque local qui intervient dans la construction du monastère. Sinon, ça ne marche pas, de point de vue légal. Donc, à mon avis, je vous félicite pour ce choix. Il est légal, je pense. Il se tient. Merci. Je vous en prie. Ça conforte. Quelqu'un d'autre? Voilà, madame. Je ne suis pas historienne, mais je suis professeure de littérature anglo-américaine. L'ouvrage semble être très intéressant, mais est-ce qu'on pourrait parler d'un ouvrage comme le vôtre, c'est-à-dire l'ouvrage en tant qu'objet fini, comme dirait Roland Barthes, et aussi le texte, votre texte, c'est-à-dire pour le lecteur pour les lecteurs que nous sommes, est-ce que ce serait un champ méthodologique, c'est-à-dire que chaque lecteur va avoir sa propre interprétation des faits, finalement des analyses, etc. Est-ce qu'il y aurait une lecture plurielle, même si je n'ai pas encore lu le livre, est-ce qu'il y aurait une lecture plurielle de votre texte? Vous avez compris? Merci. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière question? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait légitime pour les différents lecteurs d'avoir des interprétations différentes de votre ouvrage? C'est-à-dire que chaque lecteur, finalement, va projeter son nom de texte dans votre ouvrage. J'ai dit, je n'ai pas encore lu là. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plusieurs interprétations? Ce qu'on appelle la lecture plurielle en littérature. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Merci. Juste une petite, toutes les questions. Bon, une petite question à propos des toponymes. Donc, nous avons un toponyme
en principe d'origine phénicienne, donc Ruspina, dont l'interprétation a permis à Sinabil de la situer donc à Hinchirtenir, mais la situer à Hinchirtenir, c'est-à-dire la situer sur un emplacement où nous avons des vestiges de l'époque romaine. Et ce toponyme de monastir, pour lequel on n'a pas de monastère, donc on ne sait pas dans quelle mesure donc il serait acceptable. Donc le point d'interrogation est toujours posé pour Sinabil. Et une présence autochtone qui se manifeste par ses hawanet et qui remonte jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, mais donc qui atteste une localité, donc des autochtones, un site autochtone, mais pour lequel on n'a pas de nom, parce qu'un site autochtone ne peut pas être Ruspina. Est-ce que vous détenez des indices ou comment, dans quelle mesure on peut avoir une idée sur le toponyme d'un tel site? Merci. Une dernière question, si Fawzi Mahfouz. Je voudrais remercier Nabil parce que ces derniers temps, il publie vraiment des choses très intéressantes, des livres sur Ruspina Monastir et un livre sur l'archéologie tunisienne qui a été présenté samedi dernier, je crois. Le problème pour moi, c'est ce déplacement. Lorsque les Arabes sont arrivés, ils ne connaissaient pas le nom Ruspina. Hein? Le premier nom connu, c'est Monastir. Bien sûr, Sqan est aussi attesté par les textes arabes du 10e, 11e siècle, 12e siècle. Le véritable casse-tête chinois, si j'ose dire, c'est ce toponyme de Monastir. Comment il a été attribué? Et puis il y a des homonymies. Nous avons Monastir Athmel qui a été cité expressément et bien situé par Bekri, que j'ai publié d'ailleurs dans Africa Romana il y a maintenant presque 20 ans. Et puis nous avons un autre monastir du côté de Rafraf, un monastir aussi du côté de Gafs, Aïn Mistir, du côté de Rafraf. Donc, le vocable, si vous voulez, monastir est attesté et ça devient à la limite courant. Il a été aussi, il y avait des monastires en Espagne, en Andalous, et ça a été publié par Edepal, ça. Et donc, en dépit aussi du fait de ce problème juridique qui vient d'être relevé par Nsiri, moi je pense franchement que le terme, comme l'a si bien dit Azedi, il n'est pas d'origine arabe. Et si sans doute, il n'est pas d'origine arabe. Et puis il est attesté dans nos inscriptions de 180 de l'Égypte comme monastir. Pourquoi ne pas admettre qu'il s'agit d'une sorte de cloître, d'une sorte de ribat qu'on appelait à l'époque monastir, tout simplement. On a emprunté un toponyme latin pour désigner une nouvelle situation, une nouvelle forme de construction. Bien entendu, à Monastir Othman, la forteresse existe jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si c'est un cloître, elle existe. Je l'ai bien localisé. Moi, je pense que c'est de l'antiquité arabisée, tout simplement. Alors, merci. Je crois que oui, on arrête. On essaie tu essaies de répondre rapidement. Parce qu'on a une petite réception après. Très bien. Hein? Il faut quand même arriver jusque-là. Bien, je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais sans de façon particulière à chacune de ces questions. Alors, la civilisation qui a précédé l'époque punique, c'est la civilisation libyenne.
car, si vous permettez, pour la Tunisie, on considère que les pré-phéniciens étaient les Libyco-Numides, les Libyens qui étaient sur la côte, généralement, la côte est, nord aussi, et les Numides qui étaient dans le nord-ouest et le centre-ouest de la Numidie. C'est pour cette raison que, de la Tunisie, pardon, c'est pour cette raison que quand on parle des premiers, donc des premières civilisations, on parle des Libyco-Numides, civilisations Libyco-Numides. Et donc, pour ce qui est de Ruspina, c'est en fait sur la base d'une comparaison que j'ai faite entre l'architecture, la configuration des hawanettes de l'îlot El-Hamem avec des hypogées de même nature trouvées en Sicile que j'ai pu proposer de rattacher ces hawanettes à la même chronologie que les hypogées en Sicile datées Pantalica I et Pantalica II. Les hypogées de Sicile qui avaient la même fonction que les hawanettes, c'est-à-dire des chambres funéraires collectives, étaient date Pantalica I de 1250 jusqu'à 1100 et Pantalica II de 1100 jusqu'à 850. Donc en gros, je me suis dit, on peut retenir l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cela étant, comme Monastir est une presqu'île et qui donnait très loin sur la Sicile et qu'il y avait l'îlot Curiate entre Monastir et la Sicile, que cet îlot-là comporte des traces de présence préhistorique déjà, la navigation était tout à fait possible déjà depuis la préhistoire et assurément à l'époque, à la haute époque antique. Et par conséquent, j'ai pu supposer qu'il y aurait eu des rapports, des échanges, des déplacements entre les habitants, entre les Siciliotes et les gens de Monastir, qui auraient donné lieu à l'adoption de cette architecture funéraire qui était propre à la Sicile. Sachant que, ça je dois le dire, sachant que nous sommes tous d'accord pour dire que les hawanettes ne sont pas d'origine africaine, mais elles nous viennent de Sicile essentiellement, en tout cas de la Méditerranée occidentale. Mais pour arriver à cette conclusion, j'ai dû faire la comparaison avec tous les hypogées de toute la Méditerranée pour tomber sur ces hypogées de Sicile qui datent justement de la fin du 2e millénaire. Et par conséquent, Ruspina était passé par la civilisation libyque ou libyenne à ce moment-là, jusqu'à plusieurs siècles, jusqu'à peu près le 6e siècle, sinon le 5e siècle, qui a vu Carthage mettre la main sur donc la presqu'île de Ruspina pour y mettre une colonie dans tout le programme de Carthage de s'avancer vers le sud-est tunisien et vers la Libye où elle développait son commerce. Voilà en gros donc ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, alors, la faille, Simon, alors, je suis content que vous ayez mis de l'eau à un moment-là. J'ajoute Utique. Utique, il y a une belle faille qui a été publiée par Fentress dans une mosaïque. C'est à peu près la même faille qui est matérialisée à Ruspina et ça serait bien que Ahmed Boujarra m'a parlé d'une autre faille dans le Sahel. Ça serait bien si un jour on arrive à établir donc à faire le bilan, l'état du lieu de l'ensemble de ces failles historiques. Donc très bien, donc ça conforte, c'est Arbi, ce que vous venez de dire, j'ignorais ça, j'ai pris note. Alors, maintenant, l'histoire, j'ai toujours dit que l'histoire se construit et se déconstruit de façon continue. Vous savez, quand Stéphane Hexel a écrit son fameux opus magnum, donc le fameux Histoire ancienne d'Afrique du Nord, c'était au début, je ne me compare pas à Stéphane Hexel, loin de là, parce que lui était un savant hors pair. Alors,
On a utilisé ces livres pendant très longtemps, mais avec l'avancée de la science, de la méthode, de la recherche, certaines de ces idées ont été remises en cause. Alors moi, j'appelle de tous mes voeux. Moi, je suis content que Seyhazdine donne un point de vue différent, en tout cas nuancé, ne serait-ce que par rapport au Spina. C'est bien, c'est comme ça que les choses avancent. Moi, j'attends toujours des critiques, parce que sans critique, on n'avance pas. Et puis moi, madame, d'une façon générale, j'ai essayé d'avancer des hypothèses avec beaucoup de prudence, au point que mon ami Rida Hassan, que tu connais, il m'a dit, Nabil, tu oses de trop de conditionnels. Rabbi, sois plus, utilise l'indicatif, parce que heureusement, alors, c'est ma façon de décrire, parce que je suis prudent, et que, à partir du moment où on développe une hypothèse, on ne peut pas en être sûr. Alors, je crois avoir... C'est tout, tu as tout dit. Je crois. Est-ce que... Merci. Je dois quand même, parce que la parole m'a été donnée, pas par vous, Monsieur le Président, mais par mon ami Asdine. Donc, il n'y avait pas eu d'entrée en matière. Pour vraiment dire combien je suis honoré, je pèse mon mot. D'avoir été donc déjà présent avec vous, honoré que l'Académie et le département des humanités aient donc accepté et programmé la présentation de mon livre en la présence de de deux savants en herbe, mais elle est savante vraiment, et aussi c'est Asdine qui m'a fait l'honneur d'être présent quand même, membre de l'Académie d'inscription et belles lettres à Paris. Donc je suis vraiment très très content et honoré de la présentation de mon livre ici même dans les assises de votre académie. Merci Sidi Mahmoud, merci mon cher ami Abdelhamid, et j'espère que plus tard on pourra parler des Numides justement et des autochtones Numides pour justement essayer de répondre à cette fameuse vraiment, excuse-moi, mais une pagaille hein, sur cette ADN, les autochtones qui auraient fondé Carthage, etc. C'est incroyable. Mais je dois bientôt, peut-être avec Boutaïna Marawi, sortir un article parce que j'ai finalement obtenu l'article dans Nature qui parle justement de cela et on pourra peut-être répondre justement pour remettre les choses dans l'ordre, c'est tout, mais pas pour polémiquer, parce qu'on ne va pas polémiquer avec quelqu'un qui dit sur l'Ectum a fondé Barcelone, par exemple, ou bien que les autochtones ont fondé Carthage. L'animal est un amazir. Est un amazir, par exemple. Voilà, merci. Voilà, nous sommes honorés aussi de vous avoir avec le Hikma et écouter ce débat extraordinaire et enrichissant. Et on voit comment le savoir historique est en train de se construire. Voilà. Et on a toujours besoin de débats de ce genre pour préciser davantage et construire. Et on attend donc d'autres productions. Alors, je vous invite pour une petite réception.